Tout le monde parle de ses succès dans les SaaS, mais moi je vais vous parler aujourd'hui de mes échecs. Tous les SaaS que j'ai lancés, je vais tout vous partager, je vais vous montrer les screenshots, pourquoi ça n'a pas fonctionné, combien je les ai revendus. Je vais tout vous expliquer pour que, à votre tour, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi j'ai faites, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez éviter, et dans cette vidéo, je vais tout vous partager. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces erreurs m'ont permis de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Donc je vais vous montrer tout ça. On se retrouve sur mon ordinateur. Si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et me laisser un petit commentaire. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous fais cette vidéo. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo là-dessus, donc c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordinateur et on va commencer directement en 2022 où je vais vous montrer le premier projet. C'était un de mes premiers SaaS que je voulais lancer et je trouve que l'idée est encore trop bien et même j'aime vraiment l'affichage. Ça s'appelait du coup Track My Wealth. Je l'avais aussi switché, je voulais l'appeler V-Table, mais au final c'était pas un bon nom. Je pense que Track My Wealth c'était mieux. Et donc tout simplement l'idée de ce projet là, je l'ai noté juste en dessous, c'est d'avoir un système pour traquer son patrimoine. En fait, Finary venait de commencer. J'aimais pas du tout lui et même la plateforme quand ça s'est lancé. En plus ils avaient levé, il me semble que c'était 20 millions, quelque chose comme ça. Je me disais mais c'est pas possible que pour 20 millions la plateforme ressemble à ça. Moi je peux faire une meilleure version et je me suis dit je vais me lancer là-dedans. Donc en gros le premier dashboard c'était tout simplement l'affichage de votre patrimoine avec l'évolution de mois en mois, avec aussi une lecture simple de l'argent qui était investi, qui était sur votre compte et qui était aussi dehors potentiellement, avec justement la répartition aussi des investissements, des catégories d'investissement. Pourquoi je voulais faire ce projet-là? C'était parce que moi tout simplement je gérais ma trésorerie sur des fichiers Excel et j'en avais un peu marre et je me disais je suis sûr que je peux faire une meilleure version qui va plaire aussi à pas mal de personnes et qui va être beaucoup plus intuitive et mieux que mon Excel sheet. Et en plus de ça je me disais je peux faire les connexions et faire que ça soit automatique et que j'ai pas à mettre les informations tous les mois de voici où j'en suis et là en gros ce serait automatique et si je veux je peux le suivre du coup tous les jours, même si je recommande pas de regarder ça tous les jours parce que surtout quand vous avez de la crypto, un jour ça va monter de 20% et le lendemain ça va perdre 30% et je connais des personnes qui sont dans cette situation là et clairement c'est pas quelque chose que je recommande. Enfin bref, donc ensuite on a la deuxième page avec mes finances, donc on peut voir les différents types d'investissements, les catégories avec toutes les lignes, donc ça c'était juste au niveau de l'affichage. Ce que je voulais faire d'un peu différent, je vais juste vous montrer déjà la page aussi objectif. Donc la page objectif, ce que je me disais, c'était que par exemple, on peut se donner un objectif d'investir dans certaines actions ou dans certains types de business. Donc par exemple, soit de mettre de côté 50 000 euros sur un compte, soit par exemple d'acheter pour, là c'était 100K d'Apple, et donc du coup mettre où on en est dans son objectif. C'était une fonctionnalité que je voulais rajouter. Ce que je voulais aussi qui m'aurait fait grave plaisir et je voulais justement faire des partenariats et l'utiliser niveau marketing, c'était mettre justement des portefeuilles d'investisseurs pour montrer par exemple Warren Buffett c'est quoi sa répartition et combien justement il a d'investi. Bien sûr en termes d'information je pense que ça aurait été compliqué d'avoir des entrepreneurs qui acceptent de dire 100% de leurs investissements et dans quel secteur d'activité où leur argent est investi ou même combien ils ont d'argent sur leur compte. Mais je trouve que c'était grave intéressant comme concept parce que j'aurais pu faire des partenariats et justement dire si vous voulez voir le portefeuille de cet entrepreneur-là, il faut s'inscrire sur Track My Wealth et vous pouvez voir justement des différents portefeuilles d'investisseurs. Donc ça, dans l'idée, je trouvais ça intéressant. Sauf que les problématiques que je vais rencontrer, c'est que déjà, au niveau du type de personnes que je ciblais, le B2C c'est vraiment compliqué parce que c'est des personnes qui vont, même s'ils ont un attrait à l'investissement, ils vont voir votre abonnement comme un abonnement à Netflix et généralement comme ils considèrent que c'est une dépense qui va être personnelle, dépenser plus de 30 euros pour ce genre de solution, généralement c'est un peu compliqué. En plus de ça, il y a un churn élevé, c'est du B2C, c'est simple de faire du mass market, mais j'avais déjà ce blocage là et en plus de ça, il y avait aussi la complexité des intégrations dans le sens où il y a tellement de banques, tellement d'intégrations et justement je voyais que je regardais un peu ce qui se faisait à Finary. J'ai aussi contacté les boîtes qui vous permettaient en fait d'avoir une API et que derrière cette API là vous connecte avec par exemple 300 banques. Donc il y en avait une aux États-Unis, une en Europe et le coût unique de connexion sur chacun des comptes c'était à peu près 1 euro et je trouvais qu'en termes de coût ça faisait vachement cher pour avoir juste toutes les intégrations. Et complexité des intégrations, par exemple, même Finary aujourd'hui, moi je l'utilise, et des fois il y a des bugs, j'arrive pas à me connecter mon compte, donc ça c'est chiant. Il y avait cette problématique-là qui me gênait, et en plus de ça, il y a ce côté régulation, dans le sens où vous avez les données financières des personnes, et donc du coup niveau régulation, il faut être... Enfin il y avait une complexité avec ce truc-là, et c'est pour ça que... Donc j'avais fait le Figma, la première version, après je me suis dit, au niveau des premiers échanges que j'ai eus, que moi je trouve ça trop bien, et en plus de ça, comme j'adore tout ce qui est Excel sheet, et tout ce qui est data, analyse de data, compréhension, etc. Sauf qu'il y avait pas mal de personnes avec qui je parlais qui me disaient en fait, moi ça m'intéresse pas du tout, et je dépenserais pas 30 euros pour ça. Donc là, ça m'a déchauffé. Je suis resté du coup sur le Figma, j'ai pas développé, mais c'était une bonne expérience parce que ça a permis d'avoir de la compréhension, de aussi prendre quelqu'un pour faire du web design et faire du product design. Et clairement, j'étais plutôt content du résultat et c'était un bon projet qui m'a coûté au final, je pense, 200-300 $. Et j'ai eu plus de compréhension.
pas mal d'apprentissage au final, et aujourd'hui on voit que Furrinary ça fonctionnait, donc mon idée n'était pas à côté de la plaque, mais peut-être que c'était trop gros pour commencer, et surtout en tant que bootstrap c'était un peu compliqué. Donc voilà déjà pour la première idée, donc ça c'était en 2022, je venais de commencer dans les SaaS. Ensuite on a la deuxième idée, donc la deuxième idée s'appelait Vidscale. L'idée de Vidscale c'était de faire des centaines de vidéos en clairement 3 clics. L'idée, il n'y avait pas encore l'IA qui était aussi développée qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui avec de l'IA, je pense que ça aurait été encore plus intéressant. Donc à cette époque-là, il y avait Lemlist qui commençait à faire beaucoup de bruit, qui était utilisé par pas mal de personnes en prospection, et moi je me disais de développer un outil qui était compatible à Lemlist, et en plus de ça, à l'époque, Guillaume Moubet, je regardais pas mal ce qu'il faisait, et ça m'inspirait énormément en 2022, et je me suis dit en fait, faire des vidéos personnalisées pour chacun des prospects, ça aurait fait une grosse différence. Et pour vous expliquer dans quel côté c'était personnalisé, c'était que ça crée une page dédiée pour chacun des prospects, avec un screenshot du compte du prospect, donc on a l'impression que quand on fait une vidéo, c'est une vidéo type Loom, donc en gros il y a moi qui parle, et je dis « Salut, j'espère que tu vas bien », je suis sur son profil, donc je dis pas explicitement son nom, ce qui m'a permis d'enregistrer une fois la vidéo, et que derrière à chaque fois, l'outil tout simplement il venait changer le fond sur chacune des vidéos, et ça me faisait des vidéos qui étaient uniques avec le nom du prospect créé par Thomas de Vidscale, et là j'avais un appel à l'action, un CTA, donc vous pouvez soit dire je book un appel, soit je rejoins un groupe, et c'était donc l'idée de ce SaaS là, avec derrière la possibilité de pouvoir suivre quel prospect a regardé la vidéo, combien de fois il a regardé, à quel pourcentage aussi il a regardé la vidéo, et combien de fois il a cliqué sur le CTA. Et donc là, à chaque fois, ce qu'on pouvait faire, c'était exporter les vidéos, les importer dans Lemlist et avoir une vidéo dédiée dans chacun des emails des clients. Donc l'idée, en vrai, elle était vraiment bien. Moi, j'ai vraiment adoré développer ce produit-là. Et en termes de branding, déjà, je trouve que le branding qui avait été fait, c'était fait par une agence qui s'appelle, il me semble, Brandscale et Victor. Et d'ailleurs, ils sont vraiment forts dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, c'est encore meilleur que ce qu'ils font. J'avais payé 2-3K. Ça, je pense que c'était une erreur dans le sens où j'ai voulu bien faire les choses, donc en soi c'est pas une mauvaise approche, mais juste investir autant dans la landing page quand on commence, je pense pas que c'est un bon move. Limite j'aurais dû l'investir dans le product design plutôt, mais j'avais un peu de traction, j'avais un peu de personnes qui étaient intéressées, sauf que les problèmes c'était que je connaissais pas du tout la cible, j'avais jamais fait de prospection de ma vie, j'étais pas du tout le client, je venais de l'e-commerce donc j'avais vraiment zéro compréhension, difficulté à savoir quoi faire parce que j'étais vraiment déconnecté de la cible, donc en gros quand vous avez un outil, et justement c'est ça ce que je vous conseille et je vous montrerai les recommandations à la fin, c'est que quand on connaît pas du tout la cible, c'est difficile de savoir ce qu'on doit faire et on doit demander et avoir énormément de contact avec le client pour savoir justement c'est quoi les prochaines étapes. Donc déjà ça c'était vraiment compliqué et ça faisait que j'avançais très lentement, je savais pas vraiment ce que je devais faire pour que ça devienne un produit qui soit vraiment excellent et en soi c'était quand même beaucoup mieux que la première idée, j'étais allé déjà au bout techniquement parlant. En termes de développeur, j'avais juste un développeur qui était catastrophique, donc ça m'a pas aidé non plus, mais difficulté à savoir quoi faire et aussi quelques mauvais retours dans les échanges. J'avais des personnes qui étaient intéressées, moi je trouvais ça trop bien, les autres pas autant. C'était cool, mais pas exceptionnel non plus. Les gens étaient intéressés, ils disaient du potentiel, mais ils pouvaient pas complètement l'implémenter parce qu'il n'y avait pas les exportations automatisées, c'était pas importé directement dans Lemlist, donc il y avait ce côté prendre un CSV, la réimporter, c'était un peu chiant. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est ok, je suis pas la cible, je connais pas du tout le client, je vais pas le connaître demain et je veux pas devenir un expert en prospection, je vais le lister sur Acquire. Et donc c'est le business que j'ai listé sur Acquire. Au final, je l'ai revendu pour 15K, magnifique. J'avais dû dépenser 10K, donc au final, j'ai pris beaucoup d'expérience, j'ai fait 5K de bénéf. En soi, je cherchais pas à faire du bénéf, mais c'était juste récupérer mon argent. Et c'est ce que j'ai fait, et ça m'a appris pas mal de choses, et c'était le deuxième business que j'ai voulu lancer. Donc ensuite, on a eu en 2024, entre-temps, il y a forcément des SaaS qui sont winners, et je les ai pas affichés aujourd'hui, mais j'en ferai une vidéo plus tard. Donc en 2024, j'ai décidé de lancer avec un ami un outil pour faire en sorte que les freelancers et les agences puissent envoyer des propositions commerciales en 3 clics. Parce que généralement, ce que je recevais, en fait, c'était des propositions commerciales. Et comme je travaillais avec beaucoup de freelancers, je recevais des propositions soit juste par message, soit avec une note qui était faite sur les notes Apple, soit une facture qui était dégueulasse et qui était illisible. Et à chaque fois, j'avais du mal à comprendre c'est quoi exactement ce qui est inclus. Et j'avais du coup un ami, Dylan, qui lui faisait à chaque fois des propositions en mode style Webflow. Donc en gros, c'était un site pour faire une proposition et forcément tout était clair, et lui ça lui permettait de closer vraiment beaucoup plus cher. Et donc en gros ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va créer un SaaS qui permet de générer des landing pages, donc comme celle-ci, avec la demande, l'étude de cas, également la tarification, le process, comment ça va se passer, les questions qu'ils peuvent avoir. Quand on appuie sur accepter, ça redirige vers Stripe, ils peuvent payer. Et comme c'est pro, derrière vous pouvez facturer beaucoup plus cher. Et même si vous êtes un freelancer
ou une toute petite agence, et bah vous pouvez facturer beaucoup plus cher. Et vous paraissez aussi beaucoup plus pro, donc ça donne une meilleure image. Donc ça, c'était l'idée. Voilà au niveau du design. Moi, je trouve que c'était vraiment cool en termes de design. J'aimais beaucoup l'idée aussi. Sauf que la problématique, c'était que ça résout un problème, mais le problème n'était pas obligatoire, pas assez fort. Pour moi, c'était pas quelque chose de game changer pour les clients. En plus de ça, en termes de valeur, on se dit c'est une meilleure proposition, mais généralement, ce type de cible, ils sont pas prêts à dépenser énormément pour ce genre d'outil-là. Donc clairement, on s'est retrouvé un peu bloqué. Donc moi, je trouve que ça nous ralentissait parce que tout le monde n'était pas vraiment convaincu que c'était game changer quand on appelle des clients ou quand on fait des démos. Pas assez d'efforts marketing, clairement. Donc là, on était sur une cible qui était un peu B2B, un peu entre les deux, parce que freelancer, au final, moi je trouve que c'est un peu entre les deux, c'est pas B2C, c'est pas du B2B, parce que B2B, c'est des personnes qui vont rester beaucoup plus longtemps avec vous, alors que généralement, le freelancer, il peut changer en 6 mois d'activité, de type de business, donc il va pas rester aussi longtemps. Par contre, c'est une bonne niche, justement, pour tester. Sauf qu'au final, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, pas assez aussi de temps d'investissement dessus, clairement. Moi, j'avais d'autres projets aussi à gérer sur le côté, et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va le revendre, pareil sur Acquire, on a listé, vendu pour 15K, magnifique. Le client, lui, il était satisfait, il a repris le projet. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on s'en fout de la personne qui va racheter, à quel prix il va vouloir acheter. Donc certes, 15K, c'était peut-être élevé par rapport au MRR, mais par rapport au produit qui était finalisé, l'image qui était propre, si une personne a un levier marketing derrière, les 15K, il les rentabilise en vraiment quelques mois. Donc ça, c'est la chose aussi que j'ai appris au niveau du projet, c'est que c'est pas parce que vous n'arrivez pas à le scaler que quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire. Même pareil pour ce projet-là, c'était une personne justement qui avait de l'expérience dans le domaine et qui connaissait la cible, et donc pour lui, c'était vraiment facile. Je sais même pas ce qu'il a fait après avec l'outil, mais il y a vraiment moyen justement de lancer des projets, juste faire un peu de bénéf, et qu'au final, quelqu'un d'autre qui soit plus adapté que vous puisse le scaler. Et également, quand vous recherchez un SaaS, ou quand vous voulez potentiellement racheter un SaaS, ça peut être une bonne stratégie, c'est qu'il y a des personnes qui savent pas quoi faire avec le SaaS, et qui savent pas justement comment le scaler. Si vous savez le scaler, ça peut être intelligent de le racheter, de négocier un peu, et au final, on se retrouve avec un SaaS qu'on n'a pas besoin de développer, le produit il est déjà fait, et on a juste besoin de le scaler. Donc ça peut être une autre solution, et c'était un peu une parenthèse. Et ensuite, le dernier projet, c'était Fidelio. Donc Fidelio, je considère même pas que c'est un échec, c'est un projet qui est encore en cours en vrai, que j'ai revendu récemment. Donc l'idée, c'était tout simplement de proposer le même système de fidélité que McDo et Starbucks pour les PME. Donc PME, c'est petite moyenne entreprise. En gros, l'idée, c'était que le client physique du business, qui vient par exemple acheter sa baguette le matin, il ait un QR code et une application sur son mobile qui lui permet de collecter des points, et qu'au bout d'un certain nombre d'euros dépensés et de points récoltés, il puisse récupérer des récompenses. Donc le but, c'est de fidéliser, de récompenser, de faire revenir les clients. Et l'idée qu'on avait avec ce projet-là, c'était un QR code pour tous les business. Alors que, par exemple, McDo ou Starbucks, c'est un QR code unique, une app unique. Nous, ce qu'on se disait, c'est qu'on allait devenir l'app pour rassembler tous les petits commerçants. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a 3 commerçants différents. Le but, c'est d'être présent sur une ville complète. Et en gros, notre rêve, c'était que tous les commerçants de la ville utilisent Fidelio et qu'on ait un maximum de clients et qu'au final, les gens utilisent Fidelio au quotidien. Donc ça, c'était pour la partie client. Donc eux, ils pouvaient récupérer les récompenses. L'app est encore disponible et ça fonctionne encore. Il y a des personnes qui l'utilisent encore tous les jours. C'était vraiment bien fait, assez simple. En termes de design, je suis assez fier aussi de ce qu'on a fait. Il y avait aussi une application pour les commerçants où du coup avec cette partie-là ils pouvaient scanner le QR code du client et juste rajouter leurs points directement juste après. Et on avait aussi une web app où le commerçant pouvait gérer ses récompenses, les configurer, pouvoir aussi gérer les clients, pouvoir aussi ajouter des points, pouvoir aussi envoyer des notifications, faire du marketing automatisé, donc renvoyer des notifications aux clients, préparer des flyers pour les mettre dans son commerce pour que les gens rejoignent le programme de fidélité. Donc ça, c'était vraiment un bon business. Les problèmes, c'était qu'on a eu quand même la difficulté à trouver le PMF, dans le sens où on faisait à peu près $1000 de MRR, sauf que en termes de product market fit, je pense qu'on l'a toujours pas trouvé, et c'est pour ça que je l'ai revendu, parce que on prenait vraiment beaucoup de temps à le trouver. Besoin en plus d'avoir une présence physique, on a commencé par la France, on voulait aller aux États-Unis, sauf que moi, quand je me réveille et que j'habite aux États-Unis, il est déjà 17h, donc appeler les commerçants après 17h, en vrai, c'est quand même compliqué. Besoin d'avoir une présence physique, d'aller en physique, d'avoir ce contact humain, parce que quand vous êtes juste à distance ou quand vous le vendez en mode e-commerce, c'est vraiment compliqué. Difficile à scaler, parce qu'on voulait faire en sorte que les commerçants puissent d'eux-mêmes configurer tout de A à Z et qu'ils payent en ligne, sauf que le commerçant, il voulait beaucoup d'assistance, qu'on l'appelle, qu'on fasse une démo. Et en soi, c'est ce que je comprends, mais pour nous, c'était un peu compliqué pour se dire comment on va pouvoir scaler ce truc-là. Mentalité française en plus, où ils se disaient 39 € c'est trop cher,
déjà en galère, on fait pas d'argent. Je dis vraiment ce que les clients nous disaient. 39 € en plus de ça, on va donner des récompenses aux clients, ça va nous coûter vraiment beaucoup plus cher. Certains disaient aussi, je préfère garder les cartes en papier. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais juste il faut changer les mentalités des gens. Et ça, c'est dur, et en plus de ça, ça coûte cher. Parce qu'il faut faire beaucoup d'awareness, beaucoup de campagnes pour que ça rentre dans la tête des gens. Ça, c'était déjà le premier blocage. Donc gros potentiel, parce que les gens restent au final, et une fois que vous avez des clients qui sont inscrits, et bah clairement ça fonctionne, mais vraiment besoin de trop de focus pour vraiment le scale, et ça ce que je me suis rendu compte, et comme j'avais 2 autres projets à côté qui tournaient, c'était vraiment compliqué, on essayait de le revendu pour 30K, donc voilà. Donc voilà au niveau des 4 projets que j'ai lancés. Maintenant je vous ai fait un petit résumé de ce qu'il faut en retenir, et ce que j'ai compris par rapport à tous ces échecs-là, parce que en soi c'est même pas des échecs parce que j'ai réussi à en ressortir bien, mais les leçons et ce que j'ai fait de mal, c'est déjà de toujours valider le besoin client avant de développer. Ça, vous pouvez gagner énormément de temps en se forçant de se dire je vais aller voir des clients. Par exemple, si vous voulez lancer un produit qui va être pour les PME, bah, allez voir des patrons de PME, posez-leur la question, qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce que tu utiliserais, est-ce que c'est vraiment un besoin qui est super important, vous aurez directement des feedbacks, donc ça vous allez gagner du temps. Sans distribution claire et un bon persona, même si l'idée est bonne, ça n'a pas d'avenir. Pour moi, ça c'est l'exemple justement de Inscred, la Piper, où justement, ok, vous avez une idée qui est intéressante, mais clairement, si vous connaissez pas votre persona, plus vous n'avez pas de distribution claire, et c'était un peu pareil au final sur Vitscale, l'idée intéressante, mais au final, ça n'a pas d'avenir. Évitez les marchés où vous apportez une valeur, pas une valeur game changer, donc c'est justement ce que je montrais aussi sur Piper. Pour moi, quand vous n'avez pas une fonctionnalité qui fait vraiment la différence, où tout le monde se dit « Ah ouais, en fait, je vais utiliser ton outil juste pour ça », en vrai, c'est compliqué de se différencier, parce qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent, et sortir du lot, c'est difficile, et il faut vraiment réussir à sortir du lot si vous voulez de la grosse croissance et aller vite. Et après, ça, c'est pour Fidelio. Sans PMF, donc sans Product Market Fit, vous allez nulle part. Restez simple, continuez à tester jusqu'à trouver le Product Market Fit, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup de compréhension, beaucoup de réflexion, et des fois c'est dur et c'est un casse-tête, mais une fois que vous l'avez, clairement, derrière, c'est une ligne droite qui s'ouvre devant vous. Et les leçons qui en suivent, valider avant de construire, donc ça, je l'ai écrit en haut. Ne pas courir après les idées. Au final, les idées, tout le monde les a. J'ai déjà entendu plein de gens qui m'ont dit à chaque fois « Ah, j'ai cette idée-là, je voudrais faire ça. Ok, très bien. » Tout le monde a des idées. Mais sauf que personne ne fait, personne se lance. Moi, je pense que le nombre d'échecs que j'ai eu juste avec les SaaS en si peu de temps, parce que là, il y a des projets que je vous ai même pas montrés, et il y a des trucs que je pouvais pas partager, mais le nombre d'échecs et le nombre de tests que j'ai fait, il est juste énorme. Et il est au-dessus de la moyenne, j'en suis sûr à 100%. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai 2 SaaS qui font plus d'1 million ARR cumulés, et c'est strictement grâce à ça. J'ai provoqué la chance, j'ai lancé, et j'ai pas couru après les idées, parce que les idées, je peux en avoir tous les jours. Juste le plus important, c'est de lancer. La distribution, plus important que le produit. Vous pouvez avoir un super produit, et je connais des gens justement qui ont des super produits, mais ils savent pas faire de distribution, ou leur produit est difficile à distribuer. Et donc au final, ils se retrouvent bloqués. Et il y a d'autres outils qui sont complètement nuls, mais qui ont une distribution juste énorme, et ces personnes-là, ils sont juste trop forts en marketing, et au final, ils font beaucoup d'MRR. Donc c'est pour ça que la distribution est plus importante que le produit, peu importe ce que vous voulez entendre, même si vous dites que oui, non, au bout d'un moment, ça va s'inverser, très bien, mais la distribution reste plus forte que le produit. Pour moi, c'est une règle, et c'est juste la réalité. Important d'avoir du focus, parce que si vous n'êtes pas à fond sur un projet, comme vous pouvez le voir, c'est assez difficile de naviguer. Des fois on se retrouve bloqué et on n'a pas le temps, et des fois on va laisser le projet mourir pendant 1-2 mois, on perd le momentum, plus personne n'en parle, tout le monde s'en fout, et ça devient compliqué. Pricing juste aussi, il faut vraiment le trouver par rapport à votre client, et ça c'est difficile en fonction des niches, mais pricing juste, il faut vraiment essayer de trouver quelle valeur vous apportez et quel prix justement ça vaut. Regardez aussi les concurrents, ça c'est important. Ne pas avoir peur d'abandonner vite. Moi je pense que c'est une de mes qualités. Je m'en fous d'abandonner le projet si je vois qu'il y a des paramètres qui me conviennent pas. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne lâchent pas des projets des fois pour des raisons juste émotionnelles, et ils se disent non mais c'est mon bébé. Et moi j'avais justement ce truc là avec mon premier e-commerce, mais derrière il faut vite faire abandonner, passer à autre chose, et derrière il y a quelque chose de mieux qui va se débloquer, et c'est grâce à toutes ces expériences là que j'ai pu lancer des SaaS qui étaient successful derrière, parce que justement j'ai compris, je me suis dit ok, ce truc là il est pas bon, il est pas fait pour moi, mais c'est pas grave, je vais aller au prochain, et j'ai compris des nouvelles choses que je savais pas avant, et j'avance. Ça c'est le plus important. Et en plus de ça, vous pouvez ne pas perdre d'argent, et justement c'est ce que j'ai mis juste après. Même sans MRR, votre projet a une valeur, et ça je pense que c'est la clé. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais au final j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Juste revendez votre projet et marketez-le, votre projet. Il y a plein de gens que je vois, et justement ils ont un projet mais ils savent pas le marketer. Pour la revendre, vous devez le marketer. Forcément, c'est comment vous allez le packager. Quand vous appelez le potentiel acheteur, que vous lui dites oui, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à trouver des clients, forcément il va se dire mais pourquoi je vais racheter ça ? Pour moi, ce qu'il faut dire c'est oui, j'ai pas le temps.
En fait, il faut trouver des excuses qui vont donner aussi une envie à la personne d'acheter votre projet. Si vous lui dites, oui, moi j'étais nul, j'espère que tu vas être meilleur que moi, le mec il va se dire, mais moi aussi je suis nul, je vais pas réussir mieux que toi. Donc, juste vendez votre projet et arrêtez de vous sous-estimer. C'est pas parce que votre projet il fait pas 10 kmr ou 100 kmr que votre projet il est nul. Ça veut rien dire. Donc voilà. En tout cas, je pense que cette vidéo elle est vraiment intéressante parce qu'on voit les erreurs, les choses que j'ai bien faites aussi. Et en plus, le résumé, je le trouve vraiment intéressant. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo-là. Il y a plein de vidéos sur les SaaS qui arrivent où je vais vous balancer à mort de valeur. Donc si vous avez kiffé, laissez un like, abonnez-vous, partagez cette vidéo aussi si vous connaissez des personnes qui veulent se lancer dans les SaaS et qui ont peut-être besoin de voir cette vidéo. J'ai fait cette vidéo avec grand plaisir. On se retrouve dans la prochaine.